ont tout fait pour rendre les élections au nord du pays irrégulières, n'hésitant pas d'intimider, d'attaquer et même d'assassiner les sympathisants du président Gbagbo. Et partout ailleurs, selon les dires du témoin du procureur, P46, les partisans du RHDP semaient des troubles. C'est la transcription 0014 0233, page 0234. La précipitation de la commission indépendante d'annoncer les résultats sans s'assurer que les élections étaient tenues dans des conditions régulières a exacerbé les problèmes. Et après la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, rappelons-le, le seul organe compétent à valider les résultats des élections en Côte d'Ivoire, le pays, déjà depuis des années coupé en deux, s'est trouvé avec les deux présidents et deux gouvernements. À ce moment, l'un, président Gbagbo, qui avait tout pour se considérer légitimement élu, offrait les négociations et demandait le recomptage des bulletins de vote. L'autre, Alassane Ouattara, a choisi la force. Il faut dire que ce n'est pas vraiment une surprise, car depuis des années, Alassane Ouattara utilisait les rebelles et leurs armes pour parvenir à ses fins. Soutenu par la communauté internationale, il n'a pas hésité de se servir des rebelles lors du deuxième tour des élections, ainsi qu'après la proclamation des résultats, afin de parvenir à ses fins. Il n'est donc pas étonnant que les violences ont éclaté en Côte d'Ivoire, lorsque la communauté internationale a reconnu, au dépit de la décision du Conseil constitutionnel et au mépris de la souveraineté de l'État et du peuple ivoirien, la victoire d'Alassane Ouattara. Dans le cadre de ces violences, bien pensées et planifiées, il y avait l'organisation de la marche sur la RTI, qui n'était pas envisagée par le RHDP comme une manifestation pacifique, mais comme une action destinée à s'emparer de la RTI par tous les moyens, y compris par la force. Certes, lorsque les forces de maintien de l'ordre interviennent dans une manifestation, elles sont tenues à respecter les lois. Elles sont également tenues à s'abstenir de toute utilisation excessive de force. Mais lorsque les forces de l'ordre sont attaquées par les gens lourdement armés, elles ne sont plus dans une opération classique du maintien de l'ordre. Elles se trouvent impliquées dans les combats. Elles se trouvent dans un conflit armé, dans une guerre. C'est ce qui est arrivé le 16 décembre 2010. Les forces de l'ordre étaient attaquées par les rebelles. Leur tâche était difficile, voire impossible, car les rebelles armés étaient dans la foule. Pis encore, ils étaient difficilement identifiables car ils étaient habillés en civil. P9 0011 04 55 15. Alors oui, le 16 décembre, il y avait des incidents. Et à sa tâche première, vérifier la réalité des incidents rapportés, vérifier les circonstances des incidents dont la réalité aurait été confirmée, identifier les auteurs des exactions, vérifier s'ils avaient réagi en légitime défense, spontanément ou sur l'ordre. Par ailleurs, dans le paragraphe 51 du DCC, le procureur affirme que bien que ces attaques aient été largement dénoncées, rien ne permet d'affirmer
que le président Gbagbo et son entourage ont cherché à enquêter sur ceux qui y avaient pris part. Cette formulation est plutôt étrange et laisse entendre que peut-être il y avait des enquêtes, mais que le procureur n'en a pas trouvé de preuves qui permettraient de l'affirmer. Or, le procureur est en possession du document qui atteste que les enquêtes étaient menées sur les événements qui se sont produits le 16 décembre 2010 et les jours suivants. Document 0001 0226, page 0232. S'il avait des doutes sur l'existence des enquêtes mentionnées dans ce document, le procureur aurait dû enquêter davantage. Il ne l'a pas fait. Au lieu de mener une enquête approfondie, le procureur s'est empressé d'inculper le président Gbagbo en reprenant purement et simplement les informations rapportées principalement par des médias et dans une moindre mesure par les organisations internationales et non gouvernementales dans les rapports divers et variés. En agissant de telle manière, le procureur n'a pas mis en doute seulement son indépendance et son impartialité. Il a jeté un ombre sur la capacité de la justice internationale à accomplir ses objectifs. En inculpant le président Gbagbo pour les événements du 16 décembre 2010, sans avoir fait l'effort à les vérifier et sans avoir la décence de les situer dans leur contexte, le procureur a mis la justice au service de la politique. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, le procureur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour ces allégations relatives à la marche sur la RTI qui permettrait la confirmation des charges à l'encontre du président Gbagbo pour cet événement. Je voudrais maintenant passer au deuxième événement, la marche des femmes, en présentant d'abord la situation qui régnait à Bobo au début de l'année. Afin de mieux comprendre ce qui se passait à Abobo, il est nécessaire de s'y intéresser à la situation qui existait à Abobo au début de l'année 2011. Malheureusement, le procureur continue à occulter le contexte et déforme la réalité vécue dans cette période de troubles en Côte d'Ivoire. Ainsi, il allègue dans le paragraphe 52 du DCC que les attaques menées par les forces pro-Gbagbo contre les partisans d'Alassane Ouattara ont redoublé d'intensité début mars 2011 après les appels à manifester lancés par ce dernier. En réalité, et d'après les éléments de preuve apportés par le procureur, les troubles, le désordre et les incidents se sont multipliés à Abidjan et notamment à Abobo en raison d'apparition de différents groupes qui faisaient leur propre loi. Le plus notoire de ces groupes était le commandant invisible qui sévissait à Abobo en janvier et février 2011, faisant de nombreuses victimes parmi les forces de l'ordre, mais également parmi la population. Et dans le paragraphe 53 du document de notification des charges, le procureur allègue qu'il était prévu, dès le 1er mars, d'approvisionner en armes lourdes additionnelles et en renfort, notamment de mercenaires, les forces pro-Gbagbo présentes au camp commando d'Abobo. Ces allégations du procureur sont basées sur deux documents dont l'interprétation donnée par le procureur est erronée. Le premier, 0018-0067, dont l'origine est obscure, nous renseigne surtout
que depuis la crise post-électorale, l'on assiste à l'infiltration massive des rebelles à Abidjan, et particulièrement à Abobo et à Niama, et à une guérilla urbaine dans les dites communes. S'agissant du prétendu armement et du recours aux mercenaires, ce document contient une proposition, mais il n'atteste nullement que cette proposition ait été acceptée, et encore moins qu'il ait été mis en œuvre. Et je répète qu'on ne connaît pas la source de ce document. Quant à l'autre document, 0018-0240, il montre surtout que la gendarmerie manquait cruellement des moyens pour accomplir sa mission d'assurer la défense et la sécurité. Aucun de ces deux documents ne soutient que le président Gbagbo ou les forces qui lui étaient fidèles ont prévu d'apporter les armes lourdes ou d'amener des mercenaires à Abobo. Au contraire, les deux documents soulignent l'insuffisance des moyens dont les forces républicaines disposaient à l'époque face aux dispositifs armés dont disposaient les forces semant les troubles et les désordres dans Abidjan, et notamment dans le quartier d'Abobo. Quant aux deux témoins qui auraient P46, ils n'ont jamais dit rien de tel. Au contraire, pas de répéter que les forces d'ordre étaient attaquées à Abobo et que la police et le SECOS étaient contraints à quitter ce quartier car ils subissaient trop de pertes. Voyons ce qui se passe réellement à Abobo dans les premiers mois de 2011. Les combattants rebelles s'infiltrent à Abobo avant 28 novembre 2010. Nous vous avons déjà expliqué que les combattants rebelles se sont infiltrés à Abobo avant le 28 novembre 2010 et qu'ils organisaient des caches d'armes. À vrai dire, les armes sont distribuées aux rebelles à Abobo depuis janvier 2006. Document 0018-07-27. En ce début d'année 2011, beaucoup de gens à Abobo étaient armés et une agression armée dirigée par le commandant invisible a été organisée. P10 0016 0065 page 0076 P46 0014 0135 page 0159 et 0160 P69 0017 0124 page 0138. Le témoin P10 affirme que le groupe du commandant invisible était armé plus que l'armée elle-même, qu'ils avaient des blindés, des lance-roquettes et des mortiers. 0016 0084 page 0090 et 0091. Le témoin P107 affirme même que les membres de ce groupe n'hésitaient pas à tuer ses propres éléments. Déclaration 0020 0064, paragraphe 162. Les preuves de la défense confirment la présence du commandant invisible à Bobo, mais aussi des forces de Guillaume Soro qui combattaient entre elles pour le contrôle d'Abobo. Document 13, 96, page 1400. Le récit du commandant du théâtre des opérations du commandant invisible. Document 23, 81, fournit des informations sur la présence des autres groupes armés actifs à Abobo
comme celle de Kone Zakaria, qui était un des chefs des rebelles, comme nous vous avons déjà montré. Il explique aussi comment le commandant invisible, armé d'armes lourdes, procédait à Abobo, ce que nous vous avons aussi déjà montré. Il convient aussi de souligner que les rebelles utilisaient des hommes ont trahi des forces de défense et de sécurité. Document 0025, 0056, page 0058. Et il utilisait les gens ont trahi des forces de défense et de sécurité pour pouvoir imputer leurs propres crimes aux forces régulières. Madame le Président, est-ce que ce serait... J'ai combien de temps encore? Est-ce que ce serait le bon moment d'interrompre, de suspendre l'audience? Vous ne voulez pas continuer pour 5 minutes? Oui, pas de problème. En janvier et février 2011, à Abobo, les hommes ont tiré sur les policiers. Les policiers ont été tués et les véhicules de la police ont été détruits. P9 0011 0505, page 0520. Les attaques des forces rebelles sur les forces de l'ordre se multiplient. Nous allons voir la vidéo 0562. Vitres brisées, plafonds décoiffés, murs mitraillés, voilà le décor qu'a pu observer la première dame de Côte d'Ivoire, Simone Veil Gbagbo, au commissariat du 14e arrondissement d'Abobo Centre, qui a été le 7 février dernier la cible d'individus lourdement armés qui avaient pour ambition d'éliminer les valeureux agents de police de ce commissariat. Dans une seule journée, le 12 janvier 2011, 9 policiers ont péri à Abobo. P46 0014 0326, page 0350 et 0351. En février 2011, une voiture de police a été détruite par un RPG. Certains militaires étaient tués chez eux, dans leur maison qui était incendiée, et les forces de l'ordre ont perdu, depuis le début du conflit, 36 hommes à Abobo. P9 0011 0455 0476. En mars, tous les commissariats de police avaient été attaqués à Abobo, et la police n'y existait plus. 0014 0326, page 0328. Le SECOS s'est retiré d'Abobo le 26 février 2011, après que plusieurs membres de SECOS aient été tués dans ce quartier. 0016 0104, page 0105, 0107 et 0108. Le 22 février, un détachement de SECOS a été attiré dans une embuscade. 0002 02 77. Selon le communiqué du commandant invisible, ce 22 février 2011, au moins 27 membres de FDS auraient perdu la vie et le commandant invisible s'est emparé d'une grande quantité d'armes et de munitions. Document 0001 03 96. Vers la fin du février, il n'y a plus de FDS à Abobo. Il n'y a que quelques éléments confinés au camp d'Abobo, assiégés par rebelles qui les attaquent régulièrement. Ils sont tellement armés, ils ont des kalachnikovs et des armes lourdes, des RPG, des lance-roquettes
des mortiers, qu'ils s'attaquent même au camp commando. P 153 0028 0035, page 0037, paragraphe 12. Ce serait bon moment? Oui, je crois arrivé à la fin de notre journée d'aujourd'hui. Nous allons suspendre maintenant pour recommencer demain à 2h30. L'audience est levée. All rise, we will